Donc, pour la CGT, bonjour à tous. C'est vrai que les conditions ne sont pas terribles, en tout cas de notre côté, pour cette conférence de presse. Et on excuse naturellement Ghislain, secrétaire général, qui n'a pas pu participer à cet événement pour des raisons personnelles. Nous, on va partir effectivement de l'annonce d'Édouard Philippe sur la question du déconfinement, et on a de grandes inquiétudes dans la stratégie qu'il utilise pour effectivement renvoyer un peu tout le monde au boulot. Il n'y a rien de précis dans les annonces. On s'aperçoit qu'on renvoie tout à la responsabilité individuelle et que du coup, on laisse ouvert la possibilité d'une deuxième vague qui serait tout aussi difficile à gérer que celle que nous traversons actuellement. On a également un grand nombre de difficultés dans certains secteurs à gérer les annonces faites. Par exemple, quid des transports, quid des écoles. On voit bien que dans les écoles, les réactions autant des profs, des instits que des parents est loin d'être à l'unisson de ce que dit Édouard Philippe. Se pose également cette question des parents qui ne vont pas mettre leurs enfants à l'école. Quelle va être leur situation vis-à-vis de leur employeur, puisqu'aujourd'hui, effectivement, il n'y a rien qui est prévu. On parle du volontariat, ok, mais sauf que le volontariat, ça veut dire que les salariés ne sont pas pris ni au titre du chômage partiel, ni au titre des arrêts maladie dérogatoires. Donc, ce qui en réalité revient à forcer quand même les parents à mettre les enfants dans les écoles, et les écoles deviendront la crèche, comme on a pu le dire, la crèche du patronat. Donc, les organisations syndicales, dans cette situation, vont avoir beaucoup de travail pour gérer donc les transformations qui vont s'opérer dans le monde du travail, avec de nouvelles organisations, de nouveaux protocoles et probablement une remise à plat donc des accords d'entreprise. On a bien écouté, organisation du travail en roulement de salariés. Du coup, que vont devenir par exemple les heures supplémentaires? On n'a pas il n'y a pas vraiment de réponse. La question des repos, la question des RTT, la question des congés d'été. En réalité, on s'aperçoit bien que la sortie de route Bézieux, il y a quelques temps, puis sa mise en sourdine, en réalité, on est bien sur cette idée qu'un certain nombre de choses vont se mettre en place. C'est-à-dire que les ordonnances sanitaires sur le droit du travail ont vocation donc à perdurer sur le temps. Ça, c'est extrêmement grave. Aujourd'hui, l'idée de Route Bézieux, c'est d'élargir donc le pouvoir de l'employeur sur un certain nombre de domaines qui jusqu'à présent étaient réservés soit à l'accord d'entreprise, l'accord de branche, voire la loi. On pourrait prendre l'exemple des congés, où aujourd'hui l'employeur peut effectivement modifier les dates de congés sans passer par un accord d'entreprise ni un accord de branche, simplement par sa seule volonté. Donc, ce qui est prévu par les ordonnances sanitaires, aujourd'hui, ce qu'on nous propose, c'est effectivement de les faire perdurer. J'en profite d'ailleurs pour dire que devant les conseils des prud'hommes, on vient de recevoir une circulaire qui va dans le même sens, de pérenniser un certain nombre de mesures qui étaient prévues que de façon temporaire. On est dans une période aussi où on est sollicité depuis quelques jours de plus en plus par des salariés qui sont en grande difficulté dans leur entreprise. Des entreprises qui licencient, des entreprises, plutôt des petites entreprises qui ne payent plus leurs salariés. Hier, on a eu à la CGT trois contacts de salariés, dont un contact collectif de salariés qui n'était plus payé depuis le mois de mars. Et donc, la question, c'est ce travail-là. D'abord, les entreprises n'ont plus de trésorerie, donc je ne sais pas comment on va faire pour les faire payer, pour qu'ils récupèrent leur salaire. Et en plus de ça, effectivement, les juridictions fonctionnant au ralenti, c'est quand même assez compliqué qu'ils puissent obtenir leur dû par ce biais-là également. Et en plus, on voit effectivement que les employeurs vont de plus en plus tenter d'obtenir donc des dons de RTT, des dons de congés, voire des baisses de rémunération pour les salariés. Naturellement, donc, en ce qui nous concerne, cette orientation est inadmissible. Nous, on considère qu'effectivement, c'est aux entreprises du CAC 40 de faire des efforts, par exemple, en bloquant les dividendes et en bloquant les hautes rémunérations.
Il y a une inquiétude aussi, hein, qui rejoint ce que je viens de dire, c'est la situation des artisans et des TPE, hein, où c'est très inquiétant dans ces petites et moyennes entreprises. Il n'y a aucune certitude qu'ils vont rattraper le retard qu'ils ont pris. Et là encore, donc l'État est quand même assez absent et on voit bien que les banques ne jouent pas le jeu. Donc cette idée que effectivement les entorses au code du travail qui étaient donc en principe temporaires s'accentuent et que les acquis perdus ne reviennent jamais. C'est effectivement une allusion qu'Édouard Philippe a fait donc lors de son dernière allocution. Et donc, ça demande donc une réaction de notre part, hein, des syndicats, pour s'opposer à l'ensemble de ces mesures. Donc, le monde syndical, on va devoir s'adapter, car il va être de plus en plus compliqué de réunir les salariés, de réunir nos syndicats. Hein, ça va être de plus en plus compliqué de défendre les salariés. Hein, ça va être de plus en plus compliqué de faire vivre la démocratie en entreprise. Pour ce qui nous concerne, mais pour ça, je fais confiance à toutes les organisations syndicales qui composent l'intersyndicale. On est droit dans nos bottes, hein, on est clair dans nos revendications. Nous avons été présents depuis le début du confinement à travers un certain nombre de dispositifs. On s'est exprimé à plusieurs reprises au niveau de l'intersyndicale. Et pour ce qui concerne la CGT, effectivement, on a mis un certain nombre de dispositifs comme un numéro vert, des adresses mail sur lesquelles on peut être contacté. Et au-delà de ça, on a fait un certain nombre de courriers donc, auprès des services de l'État, que ce soit par le biais d'intersyndicales, que ce soit par le biais de l'union départementale ou par le biais de nos syndicats, donc pour interpeller la préfète sur un certain nombre de situations qui sont complètement anormales. D'autant plus qu'on s'aperçoit que de plus en plus, on a des entreprises qui reprennent, on a de plus en plus de magasins qui réouvrent. Par exemple, le bricolage, pour être passé par le boulevard ce matin, il y a une file devant Leroy Merlin qui est assez impressionnante. Donc, effectivement, donc les magasins de bricolage réouvrent. Hein, donc on peut, enfin, ceux qui veulent aller peuvent aller dans les magasins de bricolage, comme dans les magasins de fleurs. Hein, magasins de fleurs, les fleuristes, les jardineries, tout ça, ça réouvre en grand. Ce qui pose la question donc de la sécurité pour les travailleurs dans ces magasins. Hein, on sait que l'inspection du travail a fait 2-3 contrôles. Pour autant, dès l'instant que la loi autorise l'ouverture, il y a juste à vérifier si les gestes barrières sont respectés, s'il y a pour les salariés un certain nombre de protections qui sont mises. Mais dès l'instant que ces magasins peuvent ouvrir et que les mesures de sécurité sont prises, effectivement, difficile d'aller contre. Alors que pour nous, effectivement, on devrait rester encore, en tout cas, autant que dure cette épidémie, on devrait rester sur les activités essentielles et les biens de première consommation. Donc, effectivement, on est bien droit dans nos bottes, tous ensemble. Ce qu'on peut également dire, c'est que la préfecture, quand même, malgré tout, certes, elle nous a reçus, mais à part nous recevoir, on ne peut pas dire que les réponses ont été bien fermes. Hein. On ne va pas aller jusqu'à dire que les services de l'État ont été absents, mais on aurait pu espérer quand même un rôle un peu plus fort de la part de la préfecture et plus globalement de l'État. Hein. On voit bien qu'en renvoyant à la proximité, l'État il se dédouane un certain nombre de ses responsabilités qui sont à lui. Donc, pour ce qui nous concerne, nous, on saura s'adapter, on saura mutualiser nos outils. On va poursuivre, on va continuer de porter nos revendications et nos propositions qui sont plus que jamais d'actualité. Donc, on a une prochaine initiative qui est celle du 1er mai. On a pour la CGT, c'est les unions locales qui animent ce 1er mai. L'union locale de Clermont-Ferrand, donc avec sa vidéo, elle a fait une vidéo donc, qui va partir du matin avec un dépôt de gerbe à la mairie de Clermont-Ferrand qui sera filmé en direct et avec derrière un certain nombre d'interventions de différents secteurs de la CGT en intervention pour venir expliquer un peu ce qui se passe dans chaque secteur d'activité. Il y a la visio avec le maire. Donc, en principe, nous, on ne participe jamais au petit déjeuner du maire, mais cette année, on participera donc à cette visio organisée par la mairie de Clermont. Il y a la création par l'intersyndicale d'une page Facebook et d'une vidéo commune. Et le tout sera relayé, donc, effectivement, les scènes régionales et nationales. Donc, effectivement, l'idée pour nous, en tout cas pour la CGT, c'est de reproduire
virtuellement donc, les initiatives syndicales traditionnelles du 1er mai. Et c'est important que Dominique m'entende. Je veux dire même pour la CGT, Force ouvrière, car c'est notre vrai nom. Il n'est pas question que les revendications soient confinées et que le 1er mai soit mis en quarantaine. Au contraire. C'est réellement non pas la fête du travail. La fête du travail, je rappelle toujours que c'est le décret de 1941 pris par le maréchal Pétain. Nous ne nous inscrivons pas dans l'esprit de la charte du travail, pas plus que dans celui de l'Union nationale ou de la collaboration de quelque manière que ce soit. Nous inscrivons dans le 1er mai, journée internationale de solidarité entre les travailleurs. Et d'abord, pour nous, cette solidarité, elle s'exprime réellement et nos pensées vont pour tous les travailleurs dans le monde entier qui sont tous victimes de cette épidémie. Et en particulier, je pense aux peuples et aux travailleurs des pays qui sont victimes des blocus imposés par les grandes puissances économiques. Je pense aux travailleurs du Venezuela, aux travailleurs d'Iran, aux travailleurs de Syrie et d'Irak, aux travailleurs de Palestine, plus globalement aux travailleurs du monde entier. Mais ça nous amène à réfléchir sur l'origine de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et l'origine, pour nous, c'est bien un système économique qui démantèle les services publics. Il suffit de regarder dans quel état aujourd'hui est l'hôpital public, avec seulement quelques milliers de lits de réanimation, alors qu'il en faudrait 20 000, 25 000, 30 000. C'est bien des choix politiques, des choix économiques, des choix sociaux qui ont été faits par ce gouvernement, par les gouvernements précédents, qui ont mené à la situation sanitaire que nous connaissons. Et d'ailleurs, il faut remarquer une chose, c'est que j'évoquais l'hôpital public, mais il en est de même sur la recherche publique fondamentale. Je rappelle régulièrement que la recherche sur les virus du type que celui que nous connaissons aujourd'hui ont été arrêtés par décision du gouvernement à l'époque de Sarkozy. Ça n'a jamais été rétabli par un quelconque gouvernement, que ce soit celui de Hollande ou celui de Macron aujourd'hui, et que, somme toute, il faudra que les comptes sur ces choix politiques, ces comptes-là soient réglés, et nous pensons que c'est les travailleurs qui régleront leurs comptes avec ce gouvernement, avec ces gouvernements, avec ces choix politiques. Et en particulier, le 1er mai, nous allons exprimer ça. Et puis, de la situation sanitaire, c'est un drôle de virus qui nous attaque. C'est un drôle de virus parce que les conséquences collatérales, c'est qu'aujourd'hui, on peut faire travailler jusqu'à 60 heures des gens, des travailleurs. C'est qu'aujourd'hui, on peut supprimer des congés. D'ailleurs, je remarquais avec peut-être une forme de malice qui me caractérise, que tous les projets du gouvernement, que ce soit ceux d'avant le confinement, que ce soit ceux actuellement, avaient tous une logique, celle de faire travailler plus les salariés, autrement dit de les exploiter encore davantage, et de revenir sur toute une série de conquêtes sociales des dernières décennies. La réforme des retraites, c'était faire travailler les gens jusqu'à 65, 66, 67, on ne sait plus jusqu'à combien. Et maintenant, que ce soit dans la bouche du MEDEF ou dans la bouche de Pénicaud, ministre de l'exploitation, eh bien, c'est remettre en cause les 35 heures, remettre en cause la durée légale du temps de travail. C'est aussi supprimer la 5e semaine de congé payé.
Comment interpréter autrement le fait qu'on peut supprimer 6 jours de congés payés dans le privé, jusqu'à 10 jours de congés RTT ou congés payés dans le public? Ce sont des réalités auxquelles sont confrontés aujourd'hui les travailleurs. Ce sont des attaques menées par ce gouvernement au titre du patronat en vertu d'une lutte contre l'épidémie. C'est toujours le même discours. C'est le discours de l'union sacrée. Comme en 1914, il y a un péril, il y a un risque. Alors on est tous sur la même galère et on doit tous aller dans le même sens. Je rappelle toujours que sur une galère, il y a ceux qui rament, il y a celui qui joue du tambour, il y a ceux qui donnent les coups de fouet, puis il y a ceux qui sont dans les cabines et qui commandent. Alors, il faut faire très attention à cette histoire d'union sacrée. En tout cas, cause pour Force ouvrière, il est hors de question d'intégrer une quelconque union nationale, un quelconque rassemblement national, une quelconque union sacrée. Il n'y a un seul rôle pour les syndicats, c'est d'organiser librement, indépendamment, le combat des travailleurs contre les politiques qui sont menées, et y compris les appels de Macron révèlent en réalité la frousse de ce gouvernement par rapport à la colère populaire, la colère populaire qui est le résultat des politiques qui sont prises. Et je suis obligé de dire un mot sur ce qui me semble être, comment dire, un dégoût face aux mesures que prend ce gouvernement. L'histoire du déconfinement le 11 mai. Mais écoutez, l'argument c'est, d'ailleurs, j'ai écouté le président de la République, pardon, le chef de l'État. Président de la République, c'est autre chose. Le chef de l'État, qui, et je pèse mes mots quand je dis chef de l'État, ce chef de l'État qui dit que première mesure, c'est réouvrir les crèches, les écoles, les collèges, les lycées. Singulièrement, il ne parle pas des universités. Mais comment comprendre cette réouverture autrement que il faut envoyer les gamins dans les établissements pour que les parents puissent retourner au boulot. Dans les deux cas, il n'y a aucune garantie sanitaire, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les personnels, enseignants ou territoriaux qui travaillent dans les établissements, que ce soit pour les parents qui retourneraient au travail. En tout état de cause, pour Force ouvrière, il est hors de question que l'école publique laïque, devienne la garderie du MEDEF, devienne l'endroit où on parque les enfants, au rebours d'ailleurs de toute pédagogie, au rebours de toute instruction, simplement parce qu'il faut que les parents retournent suer la plus-value dans les entreprises. Nous ne participerons pas à cette opération et nous disons, s'il n'y a pas les garanties sanitaires, s'il n'y a pas par exemple les tests de dépistage systématique, qui est d'ailleurs la préconisation forte de l'Organisation mondiale de la santé, s'il n'y a pas toutes ces garanties, il ne peut pas y avoir reprise du travail, il ne peut pas y avoir réouverture des écoles. Nous avons déjà déposé les préavis de grève en ce qui concerne Force ouvrière, et d'ailleurs je note que dans le cadre intersyndical, nous parlons sur ce sujet, il me semble, d'une même voix. Et effectivement, en ce 1er mai 2020, qui se déroule dans des circonstances particulières, je le disais tout à l'heure, il est absolument hors de question que les revendications soient oubliées. Dominique l'évoquait, nous sommes sollicités par les salariés. Les syndicats Force ouvrière comme les autres syndicats sont sur le terrain, dans les entreprises, dans les services et interviennent systématiquement pour défendre les droits des travailleurs contre ces orientations politiques et sociales qui sont des orientations politiques et sociales de destruction sociale. Alors aujourd'hui, oui, le 1er mai 2020, eh bien, nous allons continuer le combat. Nous sommes d'accord sur un certain nombre de revendications. Au premier chef, celle de retrait définitif de la réforme des retraites, celle d'abrogation du chômage, et plus globalement celle de défense des services publics, celle de défense des salaires, celle de défense de l'emploi, et puis évidemment celle de dire la santé est un droit fondamental, c'est de la responsabilité de l'État, c'est de la responsabilité des employeurs de garantir la santé et la sécurité des travailleurs. Voilà ce que nous allons expliquer en ce 1er mai. Force ouvrière
ne confinera pas l'organisation syndicale. Nous irons à la mairie. Traditionnellement, nous faisons ça tous les ans. Nous déposerons une gerbe sous la plaque Pax Labor, c'est-à-dire la plaque dédiée aux victimes du travail, et ça aurait été, comment dire, être parjure par rapport à nos traditions que de ne pas faire ça ce 1er mai en particulier, avec tous ceux travailleurs qui sont victimes effectivement du travail ou qui sont victimes des conséquences de ce système capitaliste à la dérive en décomposition. Et puis, après ce dépôt de gerbe à 9h30, avec une courte allocution, nous nous réunirons à l'UDFO dans le cadre de nos instances pour justement exprimer les positions de Force ouvrière et montrer que l'organisation syndicale est présente et sur le terrain pour défendre les revendications, pour défendre les droits des travailleurs contre ce gouvernement, contre ce système économique. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous voyez que nous sommes plutôt dans la résistance ouvrière. C'est d'ailleurs le nom d'origine de Force ouvrière quand, dans les années sombres de ce pays, des groupes s'organisaient au sein de la CGT pour organiser la résistance, et plus que jamais, nous sommes dans la résistance et nous allons passer de la résistance ouvrière à la force ouvrière, je veux dire la force des travailleurs, pour être unitaire. Donc Nicolas Dumoulin pour l'Union syndicale solidaire. Donc je m'associe aux prises de parole qui ont été faites auparavant. Je ne vais pas trop revenir effectivement sur l'improvisation du gouvernement, si ce n'est pour dire que finalement, voilà, avec cette injonction très floue sur le 11 mai, sur voilà, retourner au boulot, et donc on rouvre les écoles pour que vous puissiez retourner au boulot et continuer de produire des profits pour le grand patronat. Donc ça, c'était l'injonction de départ, mais bon, comme ça a été fait en contradiction avec les expertises scientifiques, donc ça on a bien vu, nous, les travailleurs et travailleuses, on a bien vu que les experts scientifiques et les experts scientifiques ne se prononçaient pas pour une rentrée des classes aussitôt. Donc finalement, le gouvernement laisse le choix aux parents et donc n'assume pas ses responsabilités parce qu'il ne peut pas les assumer, parce que voilà, son avis n'est pas fondé. Donc c'est finalement un aveu. C'est un aveu, ce choix qui est laissé aux travailleuses, aux travailleurs, c'est un aveu de son impréparation et de son manque de gestion de cette crise sanitaire. Manque de gestion qui est bien sûr qui date de plusieurs années, comme ça a été dit. On subit aujourd'hui les baisses de moyens dans les hôpitaux et dans la recherche publique. Et ça, c'est vraiment, tout le monde en est conscient. Et on espère que les citoyennes et citoyens de notre pays prendront conscience de la nécessité maintenant de remettre à la hausse ces investissements. Parce que, alors, on l'a vu, on a bien sûr vu ces applaudissements, entendu ces applaudissements les soirs à 20h, mais au-delà des applaudissements, on aimerait vraiment une prise de conscience générale de la casse néolibérale qui met vraiment à genoux nos hôpitaux et notre système de soins. Donc, impréparation aussi, on l'a vu aussi sur les moyens de protection, puisqu'on a demandé aux travailleurs, aux travailleuses de continuer une activité sans garantir des moyens de protection, sans des moyens d'organisation adéquats. Donc là encore, c'était la domination patronale qui prévalait. Donc le patronat qui était bien à l'aise grâce, bien sûr, au rapport de force qui a été consenti par le gouvernement avec la casse du droit du travail et les ordonnances sur les assouplissements encore plus graves de la réglementation sur le travail. Et donc, dans cette position, bien sûr, le patronat s'est senti à l'aise et quelque part, on a dû vraiment rappeler avec force notre détermination à faire entendre notre voix. Ainsi, il a fallu vraiment à la porte pour imposer les CHSCT, pour vraiment imposer de faire entendre notre parole et de nous-mêmes décider de notre organisation du travail. On a entendu bien sûr parler de l'affaire d'Amazon récemment. Donc les salariés d'Amazon se sont mobilisés, se sont organisés avec les organisations syndicales pour dénoncer le manque total de préparation, d'organisation dans les entrepôts de cette entreprise multinationale qui casse les prix et qui tue les emplois de nos commerces, des petits commerces indépendants.
Et donc, on a vu que par cette organisation et par cette lutte, les salariés ont réussi à faire plier quand même le géant du commerce en ligne et donc a réussi à imposer par la loi, par une décision juridique, le respect d'un minimum de règles sanitaires. Et malgré ça, Amazon a fait appel, hein, bien sûr, de son piédestal, mais cet appel a été débouté. Donc là, il faut quand même saluer cette victoire. Donc sur les règles, sur les moyens de protection, je disais impréparation. On nous promet des masques, on nous a dit qu'il ne fallait pas en porter, on nous dit qu'il faut en porter, demain ils vont être obligatoires. On voit là encore un aveu total de la désorganisation et de la volonté de ne pas s'occuper des travailleurs et des travailleurs. Alors on peut parler d'improvisation. Au mieux, c'est de l'improvisation. Au pire, c'est du mépris. Je pense on voit là, dans cette affaire, le mépris qu'a le gouvernement et le patronat pour les salariés. Donc ça, c'est vraiment, je pense, le moment de s'en rendre compte pour tout le monde. Le moment de s'en rendre compte et le moment aussi de rejoindre la lutte. Parce qu'en ce 1er mai, c'est bien sûr un 1er mai spécial, mais plus que jamais, c'est un 1er mai de lutte. Et plus que jamais, c'est un 1er mai de lutte internationale, puisque partout sur la planète, nous sommes dans la même situation. Partout dans la planète, nous faisons face à ce virus, nous faisons face aux conséquences des politiques néolibérales, nous faisons face à la nécessité du confinement, et donc du coup au chômage partiel. Et bien souvent, nous subissons bien sûr la précarité liée à ce chômage partiel. Et là aussi, sur la précarité, on constate l'absence de soutien de l'État qui s'en remet au patronat en octroyant des aides pour le chômage partiel, qui dans de nombreux endroits fait son travail, mais dans beaucoup d'autres, le patronat prédateur continue de mépriser les salariés et donc avec l'aide de la Caisse du droit du travail et des ordonnances qui les aggravent, en profite pour essorer de plus en plus encore les travailleurs et travailleuses au mépris de leurs conditions de vie et de dignité. Et donc il y a vraiment aujourd'hui des situations très délicates de précarité, puisqu'il y a eu bien sûr du chômage partiel non compensé, il y a eu des fins de contrat, tous les intérimaires et les contractuels ont vu leur contrat tomber. Donc là, on alerte également sur les conditions de vie tout simplement de ces personnes, de ces travailleurs et ces travailleuses. Et là, le gouvernement ne fait pas grand-chose. On voit les milliards pleuvoir pour aider les entreprises, pour les soutenir et pour soutenir notre économie, soit, mais on attend encore les aides pour les aides alimentaires, pour les aides sur les loyers, pour les travailleuses et les travailleurs. Et là, on alerte parce qu'en fait, on n'est qu'au début. On n'est qu'au début de la crise. Si on lit les expertises scientifiques, effectivement, on se rend compte que on n'est qu'au début de la vague parce que finalement, une très faible part de la population a été touchée, bien que son impact ait été fort sur le système de santé. Mais on n'a pas encore atteint un niveau d'immunisation qui permet de se dire qu'on va approcher d'un retour à la situation normale. Et donc, alerte parce que ça va continuer. Et donc, on n'est effectivement pas à l'abri d'une deuxième vague, au moins d'une deuxième vague. Et donc, on alerte bien sûr sur les conditions de reprise du travail. Les masques, on nous promet les masques, on attend toujours ces masques. On attend toujours des informations précises sur ces masques. On voit aussi des pénuries qui se propagent de plus en plus sans action concrète de l'État. Par exemple, ici localement, on rappelle bien sûr l'usine Luxfer qui fabrique des bouteilles oxygène médical très haute pression. Et ces bouteilles commencent à faire défaut. Elles commencent à faire défaut partout sur la planète. Aujourd'hui en France, on a vu hier circuler des infos comme quoi les centres de soins rappellent des bouteilles à oxygène chez les plongeurs. Donc c'est bien qu'il y a un déficit de stock, c'est prouvé. Donc qu'est-ce qu'on attend pour redémarrer la production? Là, on perd du temps, on perd vraiment du temps. Donc voilà, je ne vais pas plus m'apaisantir. Je voudrais aussi, bien sûr, après, je pense que l'UNEF parlera bien sûr de la situation de précarité des jeunes, en particulier des étudiants, des étudiantes. Je voudrais aussi attirer l'attention sur les sans-papiers, aujourd'hui, qui font face à des difficultés alarmantes aussi, puisque tous les circuits d'aide classiques sont aussi au chômage technique. Donc il y a une vraie difficulté pour eux à faire leur démarche, parce qu'ils sont obligés de se déplacer aussi toujours encore en préfecture, dans les services. On aimerait que ça puisse se faire aussi de manière dématérialisée. Et puis assouplir ces règles administratives pour tout de suite leur donner des droits et permettre de faire face à la crise plus facilement.
Bien sûr, en ce 1er mai, voilà, c'est un 1er de lutte international. Et nous avons non pas le devoir de la mémoire des travailleurs, mais le travail de la mémoire. Car c'est à travers les organisations syndicales, à travers les organisations des travailleuses et des travailleurs, que nous allons pouvoir faire perdurer cette mémoire des luttes internationales à travers toutes ces décennies et la nécessité toujours plus grande de lutter encore et toujours pour nos droits et notre dignité. Voilà. Donc oui, nous sommes confinés, mais comme vous voyez, on n'est pas bâillonnés hein, quand même. Il ne faut pas délirer non plus, quoi. La pandémie, elle est mondiale. Donc ce 1er mai, il est aussi mondial, hein, puisque c'est la défense des droits internationaux des travailleurs. La pandémie, elle touche partout. Partout, il y a des masques qui manquent, il y a des blouses qui manquent, il y a des charlottes qui manquent, il y a des médicaments à base de curare pour les services de réanimation qui manquent. Et ça, c'est partout dans le monde. Donc oui, c'est ce 1er mai qui se déroule dans des circonstances exceptionnelles. On va se faire entendre, parce que même confinés, nous allons être visibles, solidaires, nous sommes déterminés, et nous allons donner à ce 1er mai une véritable force collective. Nous allons tous manifester avec des pancartes, des banderoles, ou sur les réseaux sociaux, ou comme Fred l'a dit tout à l'heure, en se réunissant, en amenant des gerbes pour les travailleurs morts au travail, etc., etc. Dans tous les cas, de toute façon, nos organisations syndicales, elles veulent transformer ce monde de demain en un monde qui va être vivable, de justice sociale, écologique et féministe. Donc après, je rentre un peu plus dans le détail de cette crise sanitaire. Déjà, cette crise sanitaire, elle a eu un bénéfice, moi je trouve, malgré que c'est pas les premiers de cordée qu'on fait vivre le pays. Au moins, ça c'est visible maintenant. C'est pas les premiers de cordée qui font vivre ce pays. Mais c'est ce que nos politiques, les tenants du libéralisme appellent les oubliés, les invisibles de nos sociétés, qu'ils qualifient de privilégiés en plus et de feignants, à savoir les fonctionnaires, les salariés du privé ou même les personnels précaires. Donc déjà, ce n'est pas les premiers de cordée qui font fonctionner le pays. Alors bien sûr, en premier lieu, il y a l'ensemble des personnels de santé qui ont fait face à cette pandémie. Alors malgré une surcharge de travail, des fermetures des lits et des manques de moyens, qu'ils dénoncent d'ailleurs depuis plus d'1 an avec la grève qu'ont connu les services d'urgence, par exemple. Ça fait plus d'1 an qu'ils alertent sur le manque de matériel dans les hôpitaux. Eh ben, ils ont quand même réussi à faire face pour accueillir les malades de plus en plus nombreux. Donc bravo à eux. Mais tout autant, tous les autres salariés, hein, et souvent des femmes, justement, je veux insister là-dessus, c'est souvent des femmes, dans le commerce, dans l'aide à la personne, au nettoiement, à l'action sociale, au paramédical, des routiers aussi, les salariés des entreprises qui ont continué à fonctionner dans notre département, parfois avec des conditions sanitaires très déplorables, mais dans tous les cas avec des salaires extrêmement faibles. Donc il faut à tout prix revaloriser les salaires des salariés dans ce pays. Alors ensuite, bien sûr, il y a les agents de la fonction publique d'État, d'État territorial, qui ont assuré leur mission et la continuité du service public, que ce soit en présentiel ou à distance. Et souvent, comme j'ai déjà dit, dans l'éducation nationale, par exemple, avec leur propre matériel et moyens de connexion. Et ce, dans un contexte de réforme générale des politiques publiques qu'on dénonce depuis des années et des années, qui ont engendré des suppressions de postes, la fermeture de services et la hausse de la précarité. Alors après, il va se poser la question de la rentrée au travail. Donc, on en a déjà un peu parlé, mais je voudrais insister que pour la FSU, la santé et la protection sociale ne sont pas négociables. La santé et la protection sociale ne sont pas négociables, que ce soit au niveau des agents de la fonction publique, des enfants et de leurs familles. Donc, si la reprise de la vie sociale, dont le travail, bien sûr, fait partie, c'est une espérance pour tout le monde, pour tous les salariés. Tous les salariés ont envie de retourner au travail. Une nécessité pour beaucoup d'entre nous, même, cela ne peut se faire qu'avec la garantie la plus absolue de la sécurité de chacun et de chacune. Alors pour ça, bien sûr, il faut des services publics forts pour assurer l'égalité et répondre aux besoins de la population avec de vrais moyens humains et matériels. Donc pour le moment, comme ce n'est pas le cas, je pense que le 11 mai est très prématuré pour parler de rentrée, malgré que ce soit une espérance et une nécessité pour beaucoup d'entre nous. Alors, je ne vais pas revenir sur les incohérences du gouvernement. Hein, Nicolas l'a très bien fait précédemment. Hein, alors, c'est vrai que rien n'est prêt, et à ce jour d'aujourd'hui non plus, rien n'est prêt. Donc, il ne s'agit pas de parler de rentrée en toute sécurité actuellement, pour la FSU, comme pour les autres organisations syndicales qui sont autour de cette table. Merci.
On rejoint ce qui a été dit sur la dénonciation de la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. Pour dire 2 mots sur l'impact de cette gestion-là sur les étudiants, ça a donné des situations d'extrême inégalité entre les étudiants et les étudiantes, que ce soit ceux qui sont, que ce soit entre les étudiants et les étudiantes d'une même filière, d'un même établissement, d'une même région, etc. Puisque que ce soit en termes de continuité pédagogique, forcément, les choses n'ont pas été du tout gérées de la même manière en fonction à la fois des professeurs, des composantes, etc. Mais aussi et surtout en termes d'examen, puisque tous les étudiants et toutes les étudiantes n'ont pas accès à une connexion Internet, d'autant plus à une connexion Internet stable, à des conditions nécessaires pour pouvoir travailler aussi à la maison. Beaucoup ont aussi une famille qui doivent gérer également. Beaucoup ont aussi un travail qui continue puisqu'ils sont par exemple très représentés dans les supermarchés, dans la grande distribution. Donc voilà, et c'est qu'il n'y a pas eu de cadre national pour les examens du second semestre, mais des cadres faits plus ou moins par chaque université. Donc à Clermont-Ferrand, ça a laissé une énorme marge de manœuvre aux professeurs et aux composantes, puisque voilà, il y a des conseils, disons, qui sont donnés de plutôt privilégier un délai long pour faire les examens, des devoirs maison, etc. Mais au-delà de ça, ce sont les professeurs et les composantes qui décident exactement de ce qu'elles font. Il y a énormément d'étudiants qui se retrouvent à passer quand même des examens dans des temps très limités, les temps qui étaient prévus à la base sur table, donc en général 2 heures. Donc voilà, et qui n'ont pas toujours les conditions, des fois des partiels qui sont mis à des heures tard, à 20h, etc. Donc voilà, il y a énormément d'étudiants qui sont perdus. Et voilà, d'autant plus qu'il y a des étudiants aussi étrangers qui ont dû rentrer dans leur pays, qui ont aussi des conditions difficiles, etc. Donc il y a une multitude de situations qui font que ces examens ne peuvent pas être égalitaires. Et le fait que ce soit en plus pas cadré, forcément, ça rend très difficile le fait de trouver les informations, de pouvoir faire appliquer les choses qui ont été votées en commission, à savoir notamment le fait que les examens doivent être prévus. Les étudiants et les étudiantes doivent être prévenus à minimum 2 semaines avant les examens, des choses comme ça. Donc voilà, pour élargir un petit peu, évidemment, on va s'ancrer dans le 1er mai, dans cette période particulière. Donc évidemment, pour dénoncer ce genre de gestion catastrophique de la part du gouvernement, mais aussi pour dénoncer, parce qu'on n'est pas en dehors du monde du travail. Évidemment, voilà, il y a un étudiant et une étudiante qui sont obligés de travailler à côté de leurs études pour pouvoir nourrir à la fin du mois, se loger, etc. Donc, pour commencer, c'est la première cause d'échec à la fac et il ne faut pas l'oublier. Forcément, puisque effectivement, c'est très compliqué de pouvoir travailler pour l'université tout en travaillant de nuit, les week-ends, etc. Ils ont aussi beaucoup amené à travailler pour plusieurs raisons. Donc d'abord, il y a les étudiants et les étudiantes étrangers et étrangères qui, pour la plupart d'entre eux, n'ont pas accès aux bourses sur critères sociaux. Donc forcément, ils sont obligés de trouver des solutions pour avoir un revenu qui leur permette de vivre tout simplement. Mais aussi parce qu'on n'a pas de réel statut social aujourd'hui en tant qu'étudiant et étudiante. Voilà, on est des jeunes travailleurs intellectuels en formation et on a besoin d'être autonomes pour pouvoir à la fois nous loger, nous nourrir, nous soigner, avoir accès à la culture, etc. Et pouvoir nous concentrer sur nos études. Pourtant, on est tout le temps entre le fait d'être dépendant financièrement de nos parents ou d'être dépendant financièrement d'un emploi. Donc forcément, là, il y a quelque chose qui ne va pas. On a besoin d'être autonome. C'est pour ça que l'UNEF revendique et continue de revendiquer l'allocation d'autonomie universelle à hauteur du seuil de pauvreté.
ainsi que la régularisation des étudiants et des étudiantes étrangers et étrangères, d'autant plus dans la période du Covid, mais toujours également. De plus, en ce moment, Frédéric l'a dit, mais il y a une privatisation de la recherche qui est énorme. Voilà, comme tous les autres services publics, il y a des mesures qui sont en train de passer, notamment la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, qui va à la fois précariser les professeurs et les enseignants-chercheurs en les faisant travailler plus pour gagner moins, en faisant de la recherche sur appel à projet, etc. Donc ça, c'est complètement inadmissible. On veut aussi faire entrer de plus en plus le privé dans les facs, notamment à Clermont a été voté le UCA, donc l'établissement expérimental qui va faire rentrer dans les facs, dans les directions de conseil d'administration, etc. Les universités, mais aussi à la fois les professeurs, les personnels, etc. Donc, pour nous, l'université doit être un lieu d'émancipation avant tout, pas un endroit où on apprend juste des compétences nécessaires à l'insertion sur un marché du travail qui est néolibéral. Voilà, donc du coup, on veut notamment un investissement massif dans l'université et dans la recherche pour à la fois voilà, une recherche fondamentale qui puisse effectivement être de qualité, ainsi que pour des meilleures conditions de travail pour nos profs, ainsi que pour le personnel, puisque forcément leurs conditions de travail, voilà, ça a un énorme impact sur nos conditions d'études aussi. Donc on est à leur côté sur toutes ces luttes. Voilà, donc évidemment, pour finir, on réaffirme également, et on réaffirmera pendant le 1er mai également notre retraite pour laquelle on se mobilise avec l'intersyndicale depuis le 5 décembre et qui il faut quand même le rappeler, va en premier lieu précariser les jeunes et les femmes, puisque voilà, ça va compter, ça va comptabiliser la retraite sur l'ensemble de la carrière, ce qui veut dire, plutôt que sur les 25 meilleures années actuellement, ce qui va vouloir dire prendre en compte aussi nos jobs étudiants qui, je le rappelle, sont précaires, discontinus, souvent sans réel respect du travail en plus, etc. Ce qui fait que forcément, ça va revoir nos retraites à la baisse. Voilà, je vais m'arrêter là et merci.